Imaginez une voix si profonde, si envoûtante, qu'elle pouvait transformer une simple note en une déclaration d'amour universelle, une voix capable de faire fondre les cœurs et d'unir les âmes à travers le monde. Maintenant, imaginez que derrière cette voix se cache une vie marquée par la douleur, les combats, et une fin si tragique qu'elle semble tirée d'un film dramatique. Barry White, le Walrus of Love, n'était pas seulement un chanteur, il était une force de la nature, un homme qui a transformé ses blessures en musique intemporelle. Mais son histoire, faite de triomphes, de chagrins et de scandales familiaux, révèle un destin bien plus complexe que ses mélodies sensuelles. Restez avec nous pour découvrir l'ascension fulgurante, les luttes personnelles et la fin déchirante d'une légende dont la voix continue de résonner, même dans le silence de son absence. Préparez-vous à plonger dans une histoire qui vous fera vibrer, rire, et peut-être même verser une larme. Voici l'histoire complète de Barry White. Barry White n'était pas seulement un chanteur, il était l'incarnation sonore du romantisme, un homme dont la voix veloutée a défini l'amour pour toute une génération. Avec des tubes comme Can't Get Enough of Your Love, Babe et You're the First, The Last, My Everything, il est devenu une icône culturelle, un symbole de passion et de séduction. Mais derrière les disques d'or, les concerts à guichets fermés et les mélodies qui faisaient chavirer les cœurs, se cachait un homme qui a dû se battre contre des débuts marqués par la pauvreté, la violence et l'abandon. Son histoire ne commence pas sous les projecteurs d'Hollywood, mais dans les rues rugueuses de Watts, à Los Angeles, un quartier où les rêves semblaient souvent hors de portée. Né Barry Eugene Carter le 12 septembre 1944 à Galveston, Texas, il est le premier des deux fils de Sadie Marie Carter et Melvin White. Dès le départ, sa vie est marquée par l'absence et la trahison. Melvin, son père, refuse d'épouser Sadie lorsqu'il apprend sa grossesse, une décision qui blesse profondément la jeune femme. Pour compliquer les choses, Melvin est déjà mariée à une autre, un secret que Sadie découvre trop tard. Malgré cela, elle donne à son fils le nom de Carter. Mais dans un geste à la fois symbolique et cruel, Melvin, en voyant l'acte de naissance, barre le nom de Carter pour y substituer le sien, White, sans pour autant assumer son rôle de père. Barry grandit sans figure paternelle, élevé par une mère célibataire, pieuse et déterminée, dans le quartier difficile de Watts. Ce quartier, marqué par la ségrégation, la pauvreté et la menace constante des gangs, forge le jeune Barry bien plus tôt qu'il n'aurait dû. Sadie, malgré ses propres luttes, remplit leur maison de musique. Pas le rhythm and blues des rues, mais les compositions classiques de Beethoven, Mozart et Tchaïkovski, jouées sur un vieux tourne-disque. Ces mélodies deviennent le refuge de Barry, une échappatoire aux dures réalités de son environnement. À 10 ans, il découvre le piano, apprenant à reproduire les airs qu'il entend sans jamais avoir pris de leçons. Sa mère, émerveillée par son talent, l'encourage à chanter dans la chorale de l'église, où sa voix, encore juvénile, commence à se démarquer. Mais en dehors des murs de l'église, Watts est un monde impitoyable. À 10 ans, Barry rejoint un gang local, attiré par le sentiment d'appartenance et de pouvoir qu'il offre. Ce choix, presque inévitable dans son quartier, marque le début d'une descente dans la délinquance. L'école devient une formalité, ses notes chutent, et les professeurs, voyant en lui un enfant turbulent, abandonnent tout espoir de le guider. À l'adolescence, les bêtises de Barry se transforment en délits. À 16 ans, il commet un crime qui change le cours de sa vie, le vol de pneus de Cadillac, d'une valeur de 30 000 $ à l'époque, soit environ 320 000 $ aujourd'hui. Les Cadillacs, symboles de statut dans les rues de Watts, sont des cibles prisées sur le marché noir, et Barry, audacieux et intrépide, est au cœur de l'opération. Mais le plan échoue, et il est arrêté. Condamné à 4 mois dans la prison du comté de Los Angeles, il se retrouve dans une cellule étroite, face à la dure réalité de ses choix. C'est là, dans l'obscurité de cette prison, qu'une étincelle de transformation s'allume. Une nuit, la radio diffuse It's Now or Never d'Elvis Presley. La voix du King, pleine de passion et de liberté, frappe Barry comme un éclair. Cette chanson m'a montré qu'il y avait autre chose, dira-t-il plus tard dans The Barry White Story. J'avais 3 options, accepter la vie de prisonnier, me suicider, ou me lever et faire quelque chose de ma vie. J'ai choisi la 3e. Une seconde chance et une voix transformée. À sa sortie de prison, Barry tente de marcher droit, mais les ennuis ne le lâchent pas si facilement. Peu après, il est arrêté pour une accusation bien plus grave, tentative de meurtre. Un homme, battu jusqu'au coma, est lié à une altercation dans laquelle Barry est impliqué. Il passe 15 jours derrière les barreaux, dans l'angoisse, avant que la victime ne se réveille et confirme à la police que Barry n'était pas responsable. Les charges sont abandonnées, mais l'expérience laisse des cicatrices. J'ai vu la mort de près, confiera-t-il des années plus tard. Et j'ai juré de ne plus jamais me mettre dans une situation pareille. Vers 13 ou 14 ans, un autre changement marque sa vie. Sa voix mue de manière spectaculaire, passant d'un timbre juvénile à un baryton profond, presque surnaturel. Ma mère a pleuré quand elle l'a entendu, racontera-t-il à Conan O'Brien en riant.
Elle savait que son petit garçon n'était plus là. Cette voix, qui deviendra sa signature, n'est pas encore un passeport pour la gloire, mais elle attire l'attention dans les rues de Watts, où elle lui confère une présence unique. À 18 ans, le jour de son anniversaire, Barry prend une décision audacieuse. Au lieu d'aller en cours, il marche jusqu'à Hollywood et s'arrête devant le siège de Capitol Records. Pendant des heures, il observe l'effervescence du bâtiment, fasciné par l'industrie musicale. Ce soir-là, je suis tombé amoureux de la musique, dira-t-il. C'était comme un signal d'alarme, un appel à devenir quelqu'un. Les débuts laborieux dans la musique. Le chemin vers la gloire est loin d'être linéaire. Peu après sa sortie de prison, un ami l'invite à une session d'enregistrement dans un studio professionnel. Pour Barry, c'est une révélation. Les consoles, les microphones, l'énergie créative, tout l'enchante. J'étais accro, dira-t-il. Mais sans diplôme, sans contact et avec un passé tumultueux, percer dans l'industrie musicale est un défi colossal. Il commence modestement, enregistrant des singles sous son nom et avec des groupes comme The Upfront, The Atlantic et The Majestic. Aucun ne rencontre le succès escompté, et les échecs répétés le convainquent qu'il ne réussira jamais comme chanteur. Pourtant, il refuse d'abandonner. Fasciné par le processus de production, il se tourne vers les coulisses, devenant découvreur de talents et producteur pour des artistes locaux à Los Angeles. Son premier succès arrive en 1972 avec le trio féminin Love Unlimited, dont il produit, écrit et arrange le single Walkin', In the Rain with the One He Love. La chanson, qui inclut une voix masculine grave, celle de Barry, enregistrée à l'origine comme une démo, devient un hit, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires. Cette voix, un baryton rocailleux et sensuel, devient l'âme du morceau, et un producteur insiste. C'est Barry qui doit chanter. Ce moment marque un tournant. En 1973, il enregistre son premier grand succès solo, I'm Gonna Love You Just a Little More Baby, qui lance une série de tubes fulgurants. 2 albums par an, alternant ses projets solo et ceux du Love Unlimited Orchestra, une formation de 40 musiciens, propulse Barry au sommet. En 1974, l'orchestre décroche un numéro 1 avec l'instrumental Love Estem, un chef-d'œuvre orchestral qui, ironiquement, ne contient pas sa voix. L'attrait de Barry White est unique pour son époque. Avec sa carrure imposante et ses mouvements scéniques parfois rigides, il ne correspond pas à l'image classique d'une star pop. Pourtant, sa voix chaude, intime, presque hypnotique, transcende son apparence physique, faisant de lui un sex-symbole improbable. Sa musique, un mélange audacieux de funk, disco, sophistication Motown, ampleur orchestrale du Philly Sound et énergie brute de Stax, domine les pistes de danse et les radios nocturnes. Aux côtés de figures comme Donna Summer, Marvin Gaye et Isaac Hayes, Barry incarne une vague musicale sensuelle, où l'amour et la séduction sont célébrés avec une intensité presque spirituelle. Mais le succès commercial ne s'accompagne pas de l'approbation des critiques. Les Grammy Awards l'ignorent à plusieurs reprises, et en 1974, lorsque Bette Midler remporte le prix de la révélation de l'année à sa place, Barry critique publiquement l'Académie, entamant une relation tendue qui durera des décennies. Ce n'est qu'en 2000, avec son album Staying Power, qu'il remporte enfin 2 Grammy Awards, une reconnaissance tardive pour un artiste qui a redéfini le son des années 70. À la fin de la décennie, le backlash contre le disco, symbolisé par le slogan Disco Suck, affecte sa popularité. Ce qui était célébré comme révolutionnaire devient soudain kitsch, et au début des années 80, ses albums passent inaperçus, freinés par un manque de promotion de la part de son label, CBS. Une renaissance improbable. Le retour de Barry White dans les années 90 est aussi inattendu que triomphal. Des collaborations avec Quincy Jones et Tina Turner, ainsi que des apparitions dans des séries comme The Simpsons et Ali MC Bill, le présentent à une nouvelle génération. Ce qui commence comme des clins d'œil ironiques à la pop culture devient une véritable renaissance. Les compilations de ses succès des années 70 se vendent par milliers, et Barry, avec son humour et son autodérision, joue de son image. Sur Late Night with David Letterman, il interprète un sketch hilarant, lisant une liste de mots banals qui deviennent romantiques lorsqu'ils sortent de sa bouche, prouvant que sa voix peut transformer n'importe quoi en poésie sensuelle. Son intronisation au Dance Music Hall of Fame en 2004 consacre son répertoire comme intemporel. Des chansons comme Never, Never Gonna Give You Up, Can't Get Enough of Your Love, Baby You're the First, The Last, My Everything ne sont pas seulement des tubes, mais des repères culturels, des hymnes qui accompagnent les histoires d'amour à travers le monde. Sa vie personnelle, intimement liée à sa musique, est tout aussi riche. Avec Glodéan James, membre de Love Unlimited et sa deuxième épouse, il partage une romance qui inspire des chansons comme Can't Get Enough of Your Love, Babe, écrite après une dispute dans leur cuisine. Leur mariage, bien que marqué par des infidélités, produit 4 enfants et un album en duo, Barry et Glodéan, en 1981. Les ombres de la gloire, santé et conflits familiaux.
Mais derrière l'éclat des projecteurs, la santé de Barry se détériore. Des années de tabagisme intensif jusqu'à 150 cigarettes par jour, et une obésité chronique, avec un poids dépassant parfois 170 kilos, laissent des traces irréversibles. À la fin des années 90, malgré le succès de Staying Power, sa présence scénique s'affaiblit. Ses mouvements deviennent lents, son énergie s'éteint, et son corps, autrefois imposant, semble fragile. En 2002, une hypertension de longue date entraîne une insuffisance rénale, le forçant à subir des dialyses régulières. En mai 2003, un accident vasculaire cérébral paralyse son côté droit et altère sa parole, mettant fin à sa carrière de chanteur. Dans les semaines qui suivent, son état s'aggrave, et le 4 juillet 2003, Barry White s'éteint au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, à seulement 58 ans. Ses cendres, conformément à ses vœux, sont dispersées dans l'océan Pacifique par Glodéan, lors d'une cérémonie privée en présence de proches, dont Michael Jackson. La mort de Barry laisse un vide dans le monde de la musique, mais aussi dans sa famille. Sa fortune, estimée à 20 millions de dollars, devient le catalyseur d'une série de batailles juridiques. Glodéan, toujours légalement son épouse malgré leur séparation, hérite de la majeure partie de sa succession. Catherine Danton, sa compagne des dernières années, affirme qu'il lui avait promis de subvenir à ses besoins, mais un test ADN révèle que leur fille n'est pas de lui, anéantissant ses revendications. Denise Donnell, née d'une liaison adolescente de Barry, poursuit également Glodéan, claiming exclusion from the family and financial support, Buer Klein is dismissed. The most bitter dispute comes from Daryl White, Barry S. son from his first marriage to Mary, Wussu Glodéan, alging she promised him a share of the estate only to cut him off. These conflicts, alimentés par des promesses non tenues et des tensions familiales, ternissent l'héritage d'un homme dont la musique prônait l'amour et l'unité. Un héritage intemporel, une fin tragique. Barry White a laissé derrière lui une œuvre musicale qui continue de captiver, des chansons qui évoquent la passion, la tendresse et la connexion humaine. Mais son histoire personnelle, marquée par les luttes de jeunesse, les triomphes professionnels et les drames familiaux, révèle un homme complexe, à la fois vulnérable et résilient. Sa voix, capable de faire fondre les cœurs les plus endurcis, n'a pas pu le sauver de la maladie, de la douleur ou des divisions qui ont fracturé sa famille après sa mort. Pourtant, chaque fois que You're the First, The Last, My Everything résonne, le drame s'efface, ne laissant que la chaleur et la magie d'un artiste qui a transformé ses cicatrices en mélodies éternelles. Quelle est la chanson de Barry White qui vous touche le plus? Vous souvient-il de la première fois où sa voix vous a enveloppé? Partagez vos souvenirs dans les commentaires, et si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui aime sa musique autant que vous. Pour plus d'histoires sur les légendes qui ont façonné notre monde, likez, partagez et abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien manquer.